Quels sont leurs faits inavoués? Et sur ces entrefaits, chacun a sa petite idée sur le régime de Yaoundé. Entre International Crisis Group et vous donc, dites-moi qui parlait bien et qui ne dit rien de bon. Rentrée scolaire, les associations de parents d'élèves dérangent. Une semaine après le début des cours au Cameroun, les sommes s'avèrent toujours disparates entre ceux qui payent à Douala, ceux qui payent à Yaoundé et ceux qui payent à Garoua ou même à Bamenda. 20 000, 30 000 francs CFA parfois et beaucoup moins à l'école primaire publique, mais tout le monde paye tout de même. L'école primaire, l'enseignement primaire est obligatoire au Cameroun. Pauvres ou riches, nantis ou pas, du nord au sud et de l'est à l'ouest, ne pas aller à l'école jusqu'au moins au niveau du CEP est une faute dans la République camerounaise. La chicotte de papa est là, mais à chaque fois, papa est interpellé quant à la qualité des enseignements, quant à la qualité des écoles, à l'heure où les librairies cherchent toujours occupants, faute d'un autre pouvoir d'achat de la part des parents camerounais. Mais en levant les couleurs, il y a au fond des rangs, un élève un peu turbulent qui se demande quel est le réel visage aujourd'hui de la communauté éducative camerounaise. Programme scolaire aux 1001 livres, enseignants et parents plutôt sur le qui-vive, ceci est une leçon à bûcher. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire, diffusé en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Appétit. Merci Ghislain Pierre-Essonneau pour nous avoir déroulé le menu de cette édition de Canal Presse. Invité pour les débats cette semaine, Simon Meyanga. Bonjour. Bonjour Carole, je salue tous les téléspectateurs de Canal 2 International que je retrouve avec plaisir ce matin. Et ces téléspectateurs qui vous connaissent déjà très bien, ils savent que vous êtes journaliste, mais que vous nous venez de la direction de la communication et de la propagande du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tout à fait. Alors vous nous venez aussi de Yaoundé, puisque nous sommes en direct de Douala. Je voudrais partager avec vous l'une des informations portées à la une du quotidien Mutation cette semaine. Mutation parlait des conseillers municipaux qui sont en vadrouille. Ils n'ont rien à faire, ils se tournent les pouces. L'OADPC a le gros des troupes. Alors, de ce côté-là, on n'est pas inquiet de voir que les conseillers sont élus à ne rien faire? Non, je crois quand même qu'il y a une certaine exagération de la part du confrère Mutation, parce que les conseillers ne sont pas en exercice toute l'année. Ils siègent en session. Et entre les sessions, il y en a qui sont répartis en commissions techniques. Les conseillers de toute façon ne devraient pas se permettre des vadrouilles au moment où le Cameroun est résolument engagé dans la voie de la décentralisation et où on attend des collectivités territoriales décentralisées une action forte, une action prégnante, enfin, qu'elles prennent en main le développement local. D'accord. Cela signifie qu'il y a du travail à faire et je serais étonné que des conseillers municipaux n'aient rien à faire. Il y a du travail en termes de sortir nos campagnes, nos municipalités du sous-développement, d'amélioration des conditions de vie des populations de ces municipalités-là. Je pense qu'il y a à faire. En tout cas au RDPC, que je le sache aujourd'hui, il y a à faire parce que il y a non seulement un bilan à présenter à la fin du mandat, il y a à accompagner au niveau de la base, au niveau local, les options de développement et d'amélioration des conditions de vie des Camerounais, la politique du président, telle qu'elle est définie plus haut au niveau du sommet de l'État, devrait avoir son pendant au niveau local, au niveau des municipalités, au niveau de la gestion locale. Donc si les gens pensent qu'ils n'ont rien à faire, ils se trompent, il y a à faire parce que le moment venu, il y a un bilan. Ils rendront des comptes. Et la sonnette d'alarme est tirée par Mutation. Peut-être vous gagnerez à aller sur le terrain, voir si c'est le cas également. Joseph Olinga, bonjour. Bonjour Carole et bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. Vous nous venez du quotidien Le Messager. Alors, l'entreprise camerounaise Camerco se réjouissait déjà d'agrandir sa flotte de 2 avions, des avions chinois, quand on a appris cette semaine que ces avions iront plutôt à l'armée camerounaise. Ce sont des questions de sécurité qui priment sur
la compétitivité d'une entreprise commerciale camerounaise? Peut-être que moi je posais la question autrement. Est-ce que ces avions qui étaient destinés à une activité commerciale sont adaptés aux opérations militaires? Ça c'est une autre question. Je remarque plutôt que finalement la question des avions est un peu une question de sorcellerie chez nous. Chaque fois qu'on parle d'avion, c'est des polémiques tout autour, c'est de l'argent qu'on a détourné, c'est des manœuvres qu'on ne comprend pas. Ces avions-là, je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas une information précise à ce sujet en ce moment-ci. Mais je ne sais pas s'ils avaient été payés normalement. Encore qu'on nous a dit, ça c'était l'autre curiosité, qu'on avait acheté 2 avions chez les Chinois, on nous avait donné un gratuit. Donc 3 pour le prix de 2. C'est pas mal quand même comme business, non? Ben, je ne sais pas. À cette allure-là, il fallait qu'on achète 2 autres et qu'on nous remette un autre cadeau. Mais je ne sais pas. Je ne comprends pas si c'est des arachides qu'on vendait ou c'est des bonbons. C'est très compliqué cette histoire d'avion. Ces avions qu'on n'a pas payés et qui aujourd'hui vont chez les militaires et qui étaient là pour Cameco. C'est trop compliqué toute cette histoire d'avion. Je pense que, à mon humble avis, je ne peux pas aller trop loin dans ce sujet-là. Je pense qu'il faut qu'on aille voir plus loin parce que ces avions-là, finalement, doivent cacher quelque chose. Peut-être le messager prolongera dans l'enquête la semaine prochaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. François Bimogo, bonjour. Bonjour Carole, je suis heureux d'être là et bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors la presse nous apprend cette semaine que la société civile veut évaluer les feuilles de route du gouvernement, un exercice qui était jusqu'ici dévolu à la primature et à la présidence de la République. Qu'est-ce que cela peut changer le regard de la société civile sur ces feuilles de route? D'emblée déjà il faut dire que c'est dans son rôle, la société civile, dans le rôle notamment de matérialiser le devoir de reddition de comptes de tous ceux qui ont un mandat collectif, un mandat électif. Et donc la société civile est dans son rôle. Qu'est-ce qui pourra changer? Sans doute mettre un peu plus de pression sur les gouvernants, sur ceux qui sont investis du pouvoir de gérer la communauté. Avec un impact? Notamment les ministres. Maintenant, sur l'opportunité, je trouve que elle est légitime, la société civile, dans cette posture-là. Maintenant, en termes d'efficience, il faut se demander si cela ne fera pas long feu. D'autant que, une fois qu'il y aura eu un suivi de l'action gouvernementale sur la base de ce qui avait été promis dans les feuilles de route et ce qui a été réalisé, oui. Comment va-t-on infléchir le fonctionnement de la gestion de la cité? Comment va-t-on faire passer les propositions émanant de la société civile pour les intégrer dans la gouvernance par ces ministres-là? La question se pose d'autant que ces ministres-là ne rendent pas compte essentiellement ni à la société, ni encore moins à la société civile. Ils rendent compte à celui qui les a nommés et pour les questions orales. Bon, c'est un parlementarisme de façade. Les questions orales qui sont en fait des questions écrites et longtemps préparées à l'avance. C'est une ritualisation de la démocratie, si Exactement. vous voulez, que j'entre dans la brèche que vous m'offrez. Je vais terminer en disant que l'efficience est à questionner parce que en réalité, les ministres tirent leur légitimité d'un acte qui est décrétal, qui n'est pas un acte populaire. Ils ne sont pas élus, les ministres, donc ils ne rendent compte qu'à celui qui est auteur de ce décret, qui prend ce décret, qui est le président de la République. Et d'ailleurs, en vertu de la Constitution, ils ne nomment pas sur proposition populaire. Ils ne suivent pas la tendance populaire parce qu'ils nomment aux emplois civils et militaires et de manière discrétionnaire. Donc, le problème de l'efficience va se poser. Et pour la société civile, je pense qu'elle aurait avantage à aller suivre notamment l'activité des maires, des élus locaux qui, eux, sont rattachés à une assise électorale et à laquelle ils peuvent être sanctionnés éventuellement. D'accord, merci à vous. Vincent Sosen-Fouda, bonjour. Bonjour Carole, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2. Un devoir de mémoire, ce 13 septembre, c'était hier, cela fait donc 56 ans que Ruben Oumniobé a été tué.
Le maquisard armé d'un stylo, selon la formule d'Achille Bembe, s'enlise-t-il dans les mémoires? Pourquoi est-ce que la commémoration de sa mort passe autant sous silence? Tout cela participe ou alors vient de la citation que vous avez donnée vous-même, c'est-à-dire un maquisard au stylo. Dans une société où personne n'accorde du crédit au stylo, c'est-à-dire que le monde intellectuel est ce qu'il y a de plus banni au sein de la société camerounaise, et le mot maquisard fait peur à tout le monde. Du coup, quand vous mettez les deux ensemble, c'est explosif. Alors, maintenant, pour le petit peuple assez restreint d'universitaires qui continuent à travailler sur Ruben Umniobe, on peut quand même se rendre compte, et Achille Mbembe parmi ceux-là, qui découvre que Ruben Umniobe est quand même celui qui a le mieux théorisé la politique au Cameroun, y compris en la mettant dans les langues locales. Vous savez par exemple qu'en politique, quand on dit la politique au Cameroun, dans nos langues, ça veut généralement dire l'art de mentir ou de savoir manipuler les mots en vue de corrompre. Or, Ruben Umniobe est celui qui a su mettre dans une langue qu'il maîtrisait, c'est-à-dire le Bassa, a su traduire en des termes assez exacts ce que c'est que la politique. C'est pour cela que le peuple Bassa est très politisé et comprend ce que c'est que le jeu politique dans notre société. Vous verrez par exemple que quand il a fallu mener la guerre pour l'indépendance, et c'est lui qui a appelé la guerre d'indépendance le Kakoundé. Et ça voulait dire lutter pour sa propre liberté. Or, si nous tous ici réunis, on essaye de poser la question à tout un chacun, d'essayer simplement de traduire cette expression guerre d'indépendance, on aura des difficultés. Donc aujourd'hui, on essaye, malheureusement avec beaucoup de difficultés, de replacer Ruben Umniobe dans le champ d'expression d'endogénisation de la politique et surtout de la reconquête même de l'indépendance, au moment où effectivement dans le septentrion du septentrion il y a des bruits de bottes qui visent à déstabiliser notre pays. Alors je voudrais simplement profiter, puisque c'est la commémoration d'ailleurs qui tombe le jour anniversaire de Ruben Umniobe lui-même, pour faire tout simplement ceci. Je pense que c'est un cœur pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille Eyenga Mokongo, Marie-Louise, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Merci. Voilà qui est fait. Messieurs, merci donc à vous tous d'être venus sur ce plateau. Pour être tout à fait complet sur l'actualité de la semaine, je vous suggère de regarder la revue de presse de Harley Debo en DB. Et la rentrée scolaire pour commencer, les élèves qui ont renoué avec les classes cette semaine pour le compte de l'année 2014-2015, tout comme ces lions indomptables qui renouent avec les victoires, 2 en 4 jours. De quoi ouvrir ces 3 exclamations à la une de la Nouvelle Expression pour une magnifique prestation, un large sourire qui avait disparu des lèvres des Camerounais depuis une décennie. Le Messager fait constater que ces lions indomptables si jeunes sont tout simplement héroïques. Ils montrent aux Camerounais une belle leçon d'humilité et d'unité nationale. Rien à voir cependant avec le sentiment d'exclusion et de tribalisme légion chez les aînés et le journal de feu Pius Jaoué de faire le catalogue des phrases controversées de certains ministres gaffeurs, marqué selon le quotidien par une empreinte indélébile qui les poursuivra le long de leur carrière politique. La paix de l'allée qui aiguise toujours les appétits des journaux et l'anecdote fait ressortir quelques clés du complot au-delà des replis identitaires selon l'hebdomadaire d'Amugublinga. La sortie médiatique du président de l'Assemblée nationale en qualité de porte-parole des élites du Grand Nord, bien que fustigeant le ton employé par les fils et filles de la Léquier, pose à tout le moins la problématique de la responsabilité. D'ailleurs, à en croire certaines sources reprises par la Nouvelle Expression, le président de l'Assemblée nationale avait mis en marche sa machine à contester bien longtemps avant cette sortie des élites de la Léquier. Le jour s'intéresse à ces ministres toujours en poste, bien que coupables de grosses boudes. Pour le financier d'Afrique, les sorties médiatiques des pontes du régime originaire de ces parties du pays laissent penser qu'elles savent plus sur les responsables et les complicités internes de la secte islamiste au Cameroun. Pour nos messagers,
Entretenant du discours sur une rébellion interne et chantre officiel d'attaque orchestrée par la secte d'origine nigériane, la ligne de démarcation est bien mince. À l'exception du discours propagandiste, la question relative à la nature des forces en présence à l'extrême nord reste entière. Et notre confrère conclut que face à ce spectacle, Paul Biya est dans les taux mieux l'engrenage de ces créatures. L'intégration des Thierry-Ndon les qualifie d'enfants gâtés du régime, les bat en guerre impertinents dès lors que les intérêts égoïstes sont menacés. Prospective Nouvelle titre tout simplement qu'il n'y a pas de Boko Haram camerounais, revenant sur la déclaration du ministre de la Communication face à la presse sur l'actualité. Loin de la polémique, l'œil du Sahel appelle à la solidarité nationale aux côtés des milliers de déplacés qui attendent désespérément le geste de cœur. Une solidarité qui viendra peut-être des États-Unis, allusion faite à l'audience accordée par le président de la République au sous-secrétaire d'État américain des Affaires africaines qui parlait avec Paul Biya de la contribution américaine au conflit en République centrafricaine et à la lutte contre la secte Boko Haram. Le Cameroun devra aussi compter sur le Centre interrégional de coordination pour la sécurité dans le golfe de Guinée qui pour Cameroun Tribune est une retombée du sommet de 2013 à Yaoundé. Sécurité une fois de plus avec les 2 avions chinois MA60 acquis par l'État du Cameroun, finalement immatriculés pour les forces de défense. Selon Mutation, une mission du haut commandement bientôt en Chine pour réceptionner les 2 appareils. À l'origine, rappelle notre confrère, les 2 aéronefs étaient destinés à renflouer la flotte Cameco. Sécurité toujours et encore, c'est un repère qui dit que l'ancien attaché de défense à l'ambassade du Cameroun en Chine réclame 2 milliards à l'État du Cameroun. L'officier supérieur, conclut l'hebdomadaire de Richard Touna Ombe, révoqué par Paul Biya en 2013, a saisi la justice. Notre santé et la lutte contre les épidémies et les pandémies. Le Cameroun sur tous les fronts, choléra, poliovirus sauvage, rougeole, rage, méningite, paludisme, tuberculose, touche des milliers de personnes dans les communautés camerounaises. 13 septembre 1958, 13 septembre 2014, le 56e anniversaire de la mort de Ruben Oumyobé a eu lieu cette semaine avec la grande cérémonie à Ezeka. La nouvelle expression rapporte que sa vie au sein de l'UPC a avant tout été un engagement idéologique. Merci Harley Debo-Andébé pour ce rendez-vous encore respecté ce dimanche. Ils ont porté à la une des journaux le lundi 8 septembre des recommandations de International Crisis Group, organisme spécialisé dans la prévention des conflits. Alors messieurs, je vous suggère en première partie de cette émission d'analyser et commenter cette actualité en 3 points. D'abord, on va parler du contexte de la publication de ce briefing. Ensuite, on se penchera sur les constats. On parlera aussi de la méthode même et des recommandations. Enfin, on se demandera bien quels peuvent être les impacts de ces recommandations sur notre pays, le Cameroun. Commençons donc par le contexte. François Bimogo, est-ce qu'il y a une fréquence qui définit la publication de ce type de rapport? La fréquence, c'est la dynamique politique, la dynamique sociale de certains pays qui impose effectivement cet agenda à ce think tank belge, oui, qui est financé lourdement par le monde occidental et certaines fondations et autres grosses ONG. Donc c'est parce que le regard géopolitique et stratégique qu'il porte sur certaines régions du monde qui ont en leur sein des conflits latents, les ingrédients d'une fulmination, d'une explosion à la fois sociale et politique potentielle, les guident et leur imposent donc la computation, la computation, alors le recueil d'informations empiriques, oui, avec différentes sources, les sources de la presse, les sources propres à eux, qui tirent de leur propre carnet d'adresses, et donc à la fin, ils font des projections analytiques et en définissent des scénarios qui ne sont pas en général des scénarios bons.
Ce sont des scénarios un peu parfois catastrophiques ou catastrophistes, justement, oui. en l'occurrence. Et pour conjurer l'avènement de ces conflits, de ces fléaux pour un pays, eh ben, ils émettent un briefing ou alors une note analytique qu'ils portent à l'attention des autorités et puis de la communauté nationale de ce pays et même internationale. Donc c'est dans son rôle, l'International Crisis Group, et de manière générale, ce think tank a souvent porté un regard objectif, sans être des oracles ou sans faire des prédictions. Des heures de bonne aventure, peut-être. Voilà, sans faire des prédictions dans l'ordre de l'absolu. Oui. Leurs projections et leurs scénarios sont, je vais dire, déjà objectifs. Oui. Objectif, oui. Et ensuite c'est assez rationnel. D'accord. Voilà. Okay. Maintenant, oui. il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Je pense qu'au cours de ce débat, il y a des éléments factuels sur lesquels la base analytique a dû être faussée et donc leurs prédictions ne sont pas aussi authentiques que ce qu'ils auraient pu en prétendre. D'accord. Joseph Olinga, est-ce que selon vous, les conditions que François Bimogo vient de citer, notamment les conditions qui président à ce qu'on se penche sur un cas précis, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on s'intéresse au Cameroun au point de sortir un rapport comme celui-là? Elles sont réunies. Je vais commencer par dire que moi, ça me pose un peu un problème qu'on se penche sur la question aujourd'hui, peut-être parce que c'est International Crisis Group qui l'a fait, oui. Mais en vérité, c'est des questions que les Camerounais évoquent au quotidien, même si dans le débat public, on évite de parler de cela. C'est des choses que nous connaissons, c'est des choses que l'opinion nationale dit tous les jours au Cameroun, c'est des choses que les intellectuels, c'est des choses que les médias, en tout cas, ceux qui sont en capitaux privés, disent tous les jours. Peut-être, puisqu'on est résolument dans ce complexe de l'ailleurs, là, c'est peut-être parce que c'est International Crisis qui le dit que ça... Qu'on va prendre au sérieux? Qu'on prend au sérieux. C'est pas pour dire que c'est faux. Oui. Mais que c'est du déjà entendu. Voilà, il a dit c'est assez objectif. C'est du déjà entendu. On sait que cette situation, elle est comme ça. Bon, maintenant, dès qu'on a fini de le dire, je pense que... moi, ça me rappelle juste que chez nous, on évite le vrai débat. On évite le vrai débat qui est celui de cette situation qui pourrit, que tout le monde voit pourrir. On évite le débat du tribalisme, on évite le débat des guerres que se font les élites au sein du RDPC, on évite la guerre qui au Cameroun, pour la conquête du pouvoir, oppose les Bétis aux Bamileke, aux On évite de parler de la transition. On évite de parler de la transition. Et tous ces mots-là. On fait comme si, j'ai entendu quelqu'un dire sur un plateau il y a quelques jours qu'en Afrique, on ne parle pas de la succession d'un patriarche pendant qu'il est encore vivant. Oui. Mais dans le même temps, il ne faut pas qu'on ignore qu'un patriarche qui s'en va sans avoir géré sa succession, ça divise toujours la famille. D'accord. On en vient. Moi, je voudrais partager avec vous, Simon Meyenga et Vincent Sosten-Fouda, quelques constats avec quelques expressions tirées de ce rapport. Il y a par exemple l'expression « jeu électoral verrouillé ». On parle aussi de vie politique animée. On parle de mécontentement social généralisé. Est-ce que c'est la même lecture que vous faites de la société camerounaise? Alors, vous avez parlé de contexte. Moi, j'aurais même pu dire l'opportunité d'un rapport comme celui-là. Je reviendrai, je répondrai à votre question. Bien sûr, oui. C'est un rapport, d'aucuns disent objectif, machin. Écoutez, pour moi, même s'il y a quelques éléments dans ce rapport qui sont des éléments fiables. Par exemple, lorsque l'on parle du contexte international, notamment la situation en Centrafrique, la situation au Nigeria, on peut l'interroger pour savoir est-ce que le Cameroun, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Le Cameroun n'a pas choisi sa situation géographique. Maintenant, il faut aller savoir quels sont les entrepreneurs de ces désordres qu'il y a autour de nos voisins. Voilà. Oui. Donc, il y a ça qui existe. Bon, maintenant, on est d'accord qu'il y a véritablement, au niveau social, des besoins. Il y a un besoin en termes d'emploi, notamment des jeunes. Il y a un besoin réel en termes de lutte contre la pauvreté. Oui. Il y a un besoin réel en termes de lutte contre la corruption. Ça, c'est des faits et des phénomènes qui existent. Maintenant,
moi je pose l'opportunité. Maintenant, pour en revenir à votre question, où on parle de géopolitique verrouillée. Mais le rapport ne peut pas vouloir dire une chose et son contraire. Le rapport fait un constat. Au moment où il fait le constat que le jeu politique est verrouillé et que le président Paul Biya est seul maître du calendrier électoral, le rapport dit quand même qu'il y a une élection présidentielle en 2018. Oui. Comment il fait pour le savoir? C'est qu'on part sur un principe, parce qu'on ne sait pas si elle aura lieu en 2018. Si le jeu est tant verrouillé que ça, comment il fait pour le savoir? D'accord. Okay. Le rapport va jusqu'à dire que le RDPC est divisé. Mais non. Si vous voulez que je vous réponde, le RDPC n'est pas divisé. Il y a un débat au fond des partis politiques. Il y a le même débat à l'UMP en France. Il y a le même débat au Parti Socialiste en France qui a même donné des clashs. Au RDPC, je peux vous le dire, il y a un débat. Les gens peuvent ne pas toujours penser la même chose. Mais au RDPC, il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas en termes de rassemblement. D'accord. Il y a l'unité du Cameroun, je voudrais vous le redire ici, là, que ce soit clair. Quelqu'un a dit la division au sein du RDPC. Ne confondez pas. Au RDPC, les gens ne sont pas là pour s'embrasser sur la bouche, excusez-moi l'expression, hein, dire je t'aime. On n'est pas là. Ils ne se font pas de cadeaux, mais ils se font aussi... Mais c'est un débat qui montre la vitalité du parti, mais il y a des sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Un, le président Paul Biya, c'est le président national du RDPC, c'est notre président. 2, l'unité nationale du Cameroun, ça ne se négocie pas. 3, la paix, la stabilité, ça ne se négocie pas. Le progrès, l'unité, la démocratie. Voilà les idées autour desquelles les gens au RDPC sont unanimes. Maintenant, sur des questions de la vie quotidienne ou de fonctionnement d'ici ou ça, ou des questions de méthode, tout le monde, chacun peut avoir son idée au sein du RDPC. Il ne faut pas y voir une division fondamentale du parti. Merci beaucoup. Moi, je vais permettre, avant que François Bimogo ne prenne la parole, Vincent Sossène Fouda, vous êtes journaliste, vous êtes aussi en politique, donc est-ce que vous faites le même constat d'un jeu électoral qui est quand même ouvert, comme dit Simon Mayanga, et que la vie politique n'est pas aussi sclérosée que cela au Cameroun? Je voudrais d'abord me positionner comme chercheur. Oui. Et ce serait mieux, et ça me permettra de répondre à votre question, mais aussi d'ouvrir véritablement ce débat avec Simon Mayanga. Vous savez, c'est d'abord 412 pages d'enquête, alors de terrain, d'écoute, d'échange, de lecture, avec 32 pages de recommandations. Bon. Ça veut dire que International Crisis Group est un véritable groupe de recherche pluridisciplinaire, dans lequel on retrouve des économistes, des politologues, des sociologues, des anthropologues, des ethnologues, et tout ce que vous voulez. Oui. Donc ces gens-là travaillent à comprendre. Leur but, c'est, comme l'indique leur nom, International Crisis Group. C'est-à-dire la prévention des crises. Ils sont là pour débusquer le lièvre pouvant provoquer une crise. Mais est-ce qu'il y en a au Cameroun actuellement? C'est la question. En ce moment, effectivement, oui, il y a une grave crise au Cameroun. Prenons un à un ce que vous avez évoqué tout à l'heure. On a parlé du jeu électoral verrouillé. Voilà, le jeu électoral est verrouillé. Et je prends à témoin les journalistes qui sont là, y compris vous-même. La dernière modification du code électoral verrouille. Si ça ne verrouille pas l'élection au Cameroun, ça verrouille quoi? C'est-à-dire que pour se présenter maintenant à l'élection présidentielle, parce que nous étions 52 à la dernière élection présidentielle, ceux qui veulent prendre le pouvoir au Cameroun aujourd'hui ont décidé d'exiger 35 millions de francs aux partis politiques et surtout d'exclure une grande partie des partis politiques dans notre pays. Et ça, c'est inacceptable. Maintenant, deuxième chose, on a parlé de la vie politique anémiée. Mais bien évidemment, vous êtes dans une capitale comme Yaoundé ou dans l'Omfundi. Moi, je suis originaire du Mfundi. Vous ne pouvez pas tenir un meeting. Vous ne pouvez pas tenir un meeting. Moi, je rencontre assez régulièrement le préfet et qui me dit, mais ce n'est pas possible. Vous faites une demande pour tenir simplement une réunion politique à Yaoundé, ça ne vous est pas autorisé. Et le mécontentement social généralisé. Le mécontentement social généralisé, ça alors, augmentation du prix du carburant, diminution du coût de la vie, pauvreté du panier de la ménagère, misère, extrême misère dans l'extrême nord, sous-emploi, non-emploi, fameux DCE non évalué. Au bout de 6 ans, on devrait pouvoir quand même se retrouver autour de la table, appeler les économistes de notre pays et dire, faisons un débat. Le fameux DSE que l'on a mis en place, est-ce qu'il porte les fruits tant attendus? La réponse est non, 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 non. C'est une vision 2035. Maintenant, non, ce n'est pas une histoire de vision. C'est-à-dire que
pour développer un pays, on a besoin effectivement de prévisions, mais on a besoin aussi de poser des bases. Je vous dirai quelque chose. Moi, j'étais dans l'extrême nord il y a quelques jours. Vous parcourez 40 km et sur les 40 km, quand vous partez de Figuil à Guidère, vous voyez une plaque du PNDP à chaque 3 km sans aucun investissement. On a fait, c'est-à-dire qu'on a ici dans ce pays une bande de voyous et de voleurs qui passent tout leur temps à écrire des textes qui n'ont pas de contenu. D'accord. Voilà autant de choses qui sont évoquées ici, permettez-moi tout simplement de terminer par là, qui sont évoquées par cette analyse, par ce rapport de International Crisis Group. Et je pense que si les gens ont une critique à porter à ce document, il n'y a qu'un rapport pour contredire un autre rapport. D'accord. François Bimogo, avant de venir à vous, je voudrais que nous soyons d'accord sur un principe de départ. Il y a quand même une démarche scientifique qui préside à l'élaboration d'un rapport, hein, une méthode qui détermine aussi la pertinence d'une prise de position et l'acceptation ou le rejet d'un travail qui est fait. À première lecture, on a l'impression que ce rapport est inspiré essentiellement des sources anonymes et des échanges avec l'opposition camerounaise. Est-ce que c'est la même lecture que vous faites de cela? Non, je ne pense pas qu'il faut... je crois qu'il faut décrisper la situation. Et votre question, je la prends en même temps que la réaction de Simon Meyanga tout à l'heure. Il faut dépassionner ce rapport parce que sa prise de position, elle est, comme d'habitude encore, propre à jeter du manichéisme au sein de la scène, au sein de la scène politique, de la population, en disant qu'il y a le camp de gauche, le camp de droite, il y a deux camps qui s'affronteraient. Dans ce rapport, et c'est ça son caractère scientifique, oui. Socialement, oui. C'est pas c'est un rapport qui est falsifiable. Mais je veux dire, il est scientifique. Il est falsifiable. Et tout ce qui est falsifiable, du point de vue de la recherche sociale, est scientifiquement approuvable, acceptable, crédible. Donc, c'est un rapport où tout le monde en prend pour son grade. Donc, le manichéisme dit qu'il y a le parti au pouvoir, l'opposition, les bons Camerounais, les mauvais, les patriotes, les antipatriotes, ça ne marche pas. Tout le monde en prend pour son grade. Pourquoi ? Qu'est-ce que ce rapport dit dans ces 6 recommandations pour en arriver aux recommandations? Le rapport dit que la scène politique est anémie. Anémie pourquoi? Par les 2 acteurs, ou même le 3e acteur, qui est la société civile. Les 3 acteurs ne jouent pas leur rôle. Oui. La société civile est corrompue, donc discréditée. Le parti au pouvoir est sclérosé. Les partis de l'opposition sont complètement illégitimes. Et ce rapport, sur ce point-là, est assez véridique. Oui. Je vous rappelle que le professeur Fabien Boussi-Boulaga, il y a 3 ans, a fait une enquête auprès des jeunes qui donne un écho identique de la perception du marché politique au Cameroun. La désaffection par rapport à la désaffection et oui. Même cette perception. Oui. Quand vous interrogez les jeunes, ils étaient 650 représentatifs de toute la jeunesse camerounaise de 18 à 35 ans sur 6 provinces du Cameroun qui elles-mêmes étaient encore représentatives. Qu'est-ce que ces jeunes disent? Ces jeunes disent que le parti de l'opposition qui est le SDF, pour eux, je veux dire que ne catalyse leurs aspirations qu'à 5%. Donc, ne vaut pas de solution de rechange. Je veux dire, ne catalyse leurs aspirations qu'à 5%. Donc, ce n'est même pas un interlocuteur crédible pour voiturer, canaliser leurs aspirations, oui. Y compris auprès des élections. Quand on regarde le parti au pouvoir, on leur pose la question pourquoi ils soutiendraient le parti au pouvoir. 30-35% disent qu'ils ne savent même pas pourquoi ils soutiennent le parti au pouvoir. Mais après, on va comprendre que le parti au pouvoir, ils le soutiennent parce que c'est la stabilité, au moins, c'est un pis-aller, en réalité, dans l'échiquier. Donc, tout le monde en prend pour son grade. Et ce rapport termine en disant qu'il faut injecter des nouvelles générations, y compris au sein des partis de l'opposition. Donc, tout le monde en prend son grade. Ce rapport recommande des primaires au RDPC, en recommande également au sein des partis d'opposition et va même très loin en imposant des quotas. Qu'il y ait des jeunes, qu'on impose des quotas de jeunes dans tous les partis d'opposition. Donc, il n'y a pas de manichéisme à faire en disant que c'est un rapport qui est il faut le rejeter en bloc. Non, qui est pro
système ou anti ou pro-opposition, Oui. il ne faut pas avoir de l'espionnage. C'est vrai que l'environnement est propre à avoir de l'espionnage, à avoir peur de son ombre, à se dire que une fois qu'une ONG prend position, c'est pour tirer sur les autorités en place. C'est un rapport prophylactique qui est au service de toute la société camerounaise et des générations futures. Simon Mayanga, un mot sur ce. Je suis d'accord, mais il y a de manière sibylline une volonté, j'allais dire, je suis d'accord par votre posture, c'est-à-dire de prendre ce qui est de bon dans ce rapport. Mais vous n'excluez pas sa question qu'elle vous pose. C'est un rapport qui est fait de quoi? Vous avez parlé des Moussi Boulaga, vous avez parlé de coupures de presse, de journaux. On revient à la méthode. On revient à la méthode. Oui. C'est un rapport qui est fait de quoi? Qui est la voix du maître. Ça, vous n'allez pas, vous l'avez dit au début de votre propos, il est lourdement financé, je veux dire, International Crisis Group est lourdement financé par l'Occident. Parce que quel est le vrai problème que semble pouvoir poser ce rapport? Qui est un faux problème? Si vous prenez le rapport de 2010, les deux rapports qui sont sortis en 2010, où le catastrophisme n'a pas manqué, et 4 ans après, on n'est pas dans la catastrophe. Donc, c'est pour ça que je dis, base scientifique, il faut aller savoir. Point d'interrogation. Donc, en 2010, quel est le problème qu'il pose? On va vers les élections de 2011, Paul Biya n'a pas dit sa candidature, donc c'est un problème, donc qui peut déstabiliser le Cameroun. Paul Biya a 77 ans, 28 ans de pouvoir. Et si se représente, le pays va plonger dans le chaos. Voilà ce qu'ils disent en 2010 sur les deux rapports de mai et de juin. Oui. En 2008, c'est pour ça que je pourrais parler de l'occurrence tout à l'heure, sans qu'on ne sache pourquoi, élections en 2018, pam, un autre rapport. D'accord, ok. Pour vous parler de l'élection de 2018 et pour nous dire ce qu'on doit faire. De toutes les façons, moi je parle du RDPC que je connais mieux. Bien sûr. Nous poussons la vieille garde parce que nous voulons prendre des choses en main en termes de jeunes au comité central, au RDPC, partout, dans tous les niveaux du parti. Donc ce rapport vous sert. Il sert vos intérêts. Je suis d'accord, mais le RDPC n'a pas entendu ça pour le renouvellement de la classe politique. Regardez, tout le temps. Il y a quand même un renouvellement qui est de l'ordre de 70-80% de la classe politique. Comment la désignation... Lorsque vous parlez des... La désignation lors des dernières élections, c'est fait. On va pas rentrer là-dedans. Monsieur, n'entrons pas dans le jeu politique. Restons dans le d'abord pour dire qu'il y a du bon, mais il y a du sibyllin dedans qui est la voix de l'Occident, la voix du maître, la voix du financier qu'il ne faut pas omettre. Merci beaucoup. Je voudrais partager avec vous quelques lignes encore extraites de ce rapport. ICG écrit donc « La lutte de succession mal gérée pourrait entraîner le Cameroun dans une dynamique de conflit ». Alors, Joseph Olinga, vous êtes journaliste, vous êtes sur le terrain. Est-ce que cette phrase traduit une situation qui est réelle sur le terrain? Elle est réelle. Je dirais même que cette semaine encore, on a été sous... En fait, d'aucuns nous ont traité de tous les noms d'oiseaux, du simple fait qu'on ait dit que, vous voulez dire le quotidien Le Messager? Oui, M. Biya, qui est président de la République du Cameroun et qui est président national du RDPC, est finalement à la lecture des événements dans l'engrenage de ces créatures. Dans l'engrenage de ces créatures, pourquoi? Parce que Simon Mayanga bouge de voir comment on a toujours la flèche en main contre RDPC. Je parle sans contrôle. Au sein du RDPC aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a 3 RDPC. Si on s'en tient tout simplement à l'attitude des uns et des autres autour de ce qui se passe au Nord Cameroun, donc, vous avez bien le sentiment que vous avez 3 RDPC. Est-ce qu'il y a donc lutte de succession? Il y a lutte de succession et on est même en lieu, d'ailleurs, il a reconnu lui-même tout à l'heure, eux qui sont de la génération, la nouvelle génération, sont à l'étroit à l'intérieur du RDPC. Je ne pense pas qu'il... Moi, je le dis, je l'assume. Même vous avez... Il a dit qu'il pousse la vieille génération vers la sortie. Vous utilisez vos expressions. Ça veut dire, si on pousse la vieille génération à la sortie, c'est qu'on a bien conscience qu'elle s'agrippe au pouvoir et elle ne veut pas laisser avancer les choses. Il est évident, comme cet exemple pourrait être, je ne sais pas, valable pour le RDPC que pour le SDF ou toutes les autres formations politiques. Mais puisqu'il s'agit du RDPC, qui est le tenant du pouvoir aujourd'hui et qui gère les choses, on voit bien que le RDPC a tout verrouillé. Et le plus grave, c'est qu'il y a une personnalisation à outrance de l'homme Biya qui fait que même Simon Mayanga, qui est assis là, aurait du mal à prendre une initiative, fût-elle profitable au grand nombre. Pourquoi? Si vous permettez... Terminez par là, Joseph Olinga. Je termine, hein. Oui, merci. Et
On va donc remarquer que, je pense que c'est dans son journal de cette semaine qu'on s'est cru obligé de faire un éditorial pour dire justement que non, il ne faut pas qu'on bagarre l'intérieur, il ne faut pas que les gens nous voient bagarrer, il faut qu'on aille ensemble sur le même chemin. Je pense qu'on n'aurait pas fait cet éditorial dans le journal du RDPC qui s'appelle L'Action s'il n'y avait pas de problème. Je pense que cette semaine, dans Cameroun Tribune, on n'aurait pas fait au moins 3 chroniques et un éditorial pour dire qu'il faut se remettre ensemble s'il n'y avait pas de bagarre de position. D'accord, merci. Vincent Sosen-Fouda, avant d'arriver à vous, Simon Meyanga, les sorties des élites de la Léquié et celles du Grand Nord la semaine dernière au sujet de Boko Haram, est-ce qu'elles traduisent une fracture et une lutte de positionnement en vue de cette alternance ou alors cette lutte de succession dont International Crisis Group parle? En répondant à votre question, je dirais déjà à Simon Meyanga que les rapports de 2010, de 2004, de 2008 se traduisent sur le terrain aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y a un seul Camerounais autour de cette table qui ignore que le Cameroun est en guerre, alors il y a problème. Donc, les sorties des élites de la Léquié, la réponse du berger à la bergère, de l'élite, une élite du Nord, qui parle au nom du Grand Nord, la réaction de l'élite du Sud, et hier, celle du MBAM, traduisent à souhait, à volonté, en réalité, que nous connaissons aujourd'hui une véritable crise. Le Cameroun est en guerre dans le septentrion du septentrion. Il fait face à une véritable rébellion interne qui, si on ne fait pas attention, d'ici la fin du mois d'octobre, nous serons vraiment dans des problèmes. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est grand temps, comme le dit ce rapport, que la société civile, que les partis politiques, que l'administration camerounaise se retrouvent autour d'une table parce que, voyez-vous, moi, en tant qu'homme politique, j'aspire à hériter de ce pays, mais pas d'un pays en guerre. Or, ce qui se passe aujourd'hui, et ça montre, sans langage de politiciens, montre que depuis 32 ans, le RDPC n'a fait que diviser les Camerounais, n'a fait qu'opposer les Camerounais, alors qu'ils ont reçu en héritage un pays qui était uni. Un pays, Amadou Ouahidjo avait fait de ce pays, c'est-à-dire que Amadou Ouahidjo ne parlait que d'unité nationale. Voilà que dès que nous avons un tout premier conflit, une toute première difficulté, on a au sein du parti qui dirige, permettez madame, qu'on retrouve que le RDPC commence à parler en termes de régions, en termes de villages, et ça montre que, et quand vous voyez toutes les motions de soutien qui suivent, qui sont des motions de soutien de villages, ça montre en réalité que le RDPC n'a jamais travaillé vers une cohésion nationale. François Bibogo, est-ce qu'il y a une fraction nord-sud actuellement au Cameroun? Une fracture, pardon, nord-sud? Non, c'est une fracture artificielle qui est menée par les élites décrétales qui peuplent la faune politique camerounaise, dont les élites du décret. Mais le peuple ne se reconnaît pas en ces élites? Effectivement, parce qu'il y a une crise de légitimité. Je parlais tout à l'heure de la légitimation des candidats lors des dernières élections locales. Oui. Beaucoup de partis, y compris même de l'opposition, l'ont vécu en interne. C'est-à-dire que la base électorale, le sommet électoral ne reconnaît pas ce qu'on a investi comme candidat. Et du coup, pour un grand parti qui était en compétition et qui est un parti de masse, ce parti a démontré qu'en réalité c'est un parti d'apparatchik, d'appareil et d'élite, parce que effectivement certains candidats ont été cooptés et donc ont été finalement parfois battus dans leur circonscription parce que l'électorat ne s'y reconnaissait pas. Donc il n'y a pas une fracture entre le nord et le sud, c'est une tempête dans un verre d'eau. Je viens de vous dire tout à l'heure et que c'est l'un des faits saillants du rapport d'International Crisis Group, c'est que les forces politiques, je veux dire que la faune politique en présence ne canalise pas les aspirations populaires. Donc elle est, on va dire, hors jeu. Parce qu'effectivement, si cette classe politique n'était pas hors jeu, il n'y aurait pas eu de risque au Cameroun. Parce qu'elle canaliserait justement les pulsions, les aspirations légitimes de certaines parties de la population. Et c'est pourquoi l'International Crisis Group dit la société civile qui aurait pu le faire, elle-même, elle est corrompue, l'opposition corrompue, donc avec les guerres au nord et le front est
avec la République centrafricaine déstabilisée, ça fait un cocktail Molotov qu'il faut désamorcer d'une manière ou d'une autre. Mais les Camerounais du Nord, les vrais Camerounais, les Camerounais ordinaires, du Grand Nord, du Grand Sud n'ont aucun problème. Ils n'ont qu'un seul problème, voir le Cameroun économiquement décoller, atteindre un niveau de croissance qui puisse lui faire atteindre. Il ne peut pas savoir qui sera le prochain président, viendra-t-il du Nord ou du Sud? L'important, c'est le chômage, l'important, c'est l'économie qui est extravertie, c'est-à-dire qu'on consomme ce qu'on ne produit pas, on produit ce qu'on ne consomme pas. Voilà. D'accord, merci. Voilà, je pense que dès qu'il a fini dès qu'il a fini Non, vous allez prendre la parole. Je pense qu'il ne faut pas autant relativiser ce qui se passe au Grand Nord. C'est vrai, je suis d'accord avec François Bimogo que effectivement c'est une affaire entre élites qui, comme ça se passe ne rencontre pas les aspirations du peuple. Au RDPC, tout le monde se sent un peu président de la République en puissance. Dès qu'on a fini de le dire, c'est cette population-là qui en souffre quand même. C'est elles qui subissent les attaques, c'est elles qui sont en insécurité. C'est ces élites-là qui ont dit, le premier discours, il y a des Boko Haram parmi nous. C'est les mêmes élites qui disent non, il n'y a pas de Boko Haram. C'est une autre personne qui se situe entre le RDPC et je ne sais pas trop où, à la médiane là, qui vient nous dire non, tout ce que vous racontez. Et là, c'est la presse qui est visée dans cette affaire maintenant. C'est la presse qui veut diaboliser, c'est la presse qui veut... C'est elle qui est Boko Haram finalement. Or, dans le même temps, on voit bien que dans ce qui se passe au Grand Nord, c'est, comme le disait Soussane Fouda, c'est une guerre que les gens ont engagée et on a le sentiment que c'est un front dans lequel on voulait engager certaines populations qui ont déjà du mal à vivre. On se rend compte que les gens n'y sont pas. Et je poserais peut-être la question, peut-être c'était pas à l'ordre du jour, mais puisque de mon point de vue les deux vont ensemble, est-ce que toutes ces élites du RDPC, ou tout au moins qui sont si proches du RDPC, qui sont sortis pour s'exprimer publiquement sur l'identité supposée de Boko Haram au Nord, est-ce qu'elles ont été questionnées? Est-ce que même nos députés de l'Assemblée nationale, y compris ceux de l'opposition, devant lesquels on est venu dire il y a des Boko Haram parmi nous, est-ce qu'ils ont questionné leurs camarades? Est-ce qu'ils ont questionné tout cela qui nous a dit que c'est une guerre asymétrique, c'est contre une nébuleuse et autres? Mais on nous apprend aussi quand même. D'ailleurs, les gens se gargarisent de cela, qui sont allés séjourner chez Boko Haram ou alors qu'on allait déposer de l'argent. On ne nous dira pas qu'on prend des sacs d'argent, on va les déposer dans un désert ou dans une chambre noire. Et le lendemain matin, on revient trouver des... Et nous, on ne sait pas comment ça se passe, Joseph Olinga. Non, c'est ce qu'il dit. Je donne les faits. Je dis, c'est qu'eux, ils viennent nous dire. D'accord, merci. C'est-à-dire que ce soit le président de l'Assemblée nationale, que ce soit le vice-premier ministre, que ce soit les députés, que ce soit les ministres de la République et beaucoup de personnes dans le Sénat. C'est des versions qu'ils donnent. Et c'est des gens, officiellement, qui ont une certaine légitimité. Merci. Bon, maintenant qu'ils nous disent... véritablement, on le laisse défausser sur la presse, sur une certaine opinion, certains partis. C'est entendu, Joseph Olinga, c'est entendu. Simon Mayanga, maintenant je voudrais que vous répondiez à toutes les accusations. D'abord, je voudrais ne pas laisser dire à mon frère Fouda sur ce plateau que le RDPC a passé tout le temps à diviser les Camerounais. Vraiment, je ne peux pas vous laisser dire ça, M. Fouda. Le RDPC, s'il y a un point d'honneur sur lequel les militants du RDPC s'entendent, c'est bien sur les questions, je l'ai dit, d'unité, et de paix, de progrès, de démocratie. Ça se voit. La politique du président national du RDPC, qui est par ailleurs président de la République, elle est essentiellement unité, intégration nationale, paix, développement. Vous êtes militant du RDPC, vous ne pouvez pas faire le contraire, sinon vous partez du parti. Ça se voit avec la communication. Maintenant, s'il vous plaît, la question ne confondez pas donc un débat au sein du parti. Non, je dis un débat. Ce n'est plus un débat de parti. Ce n'est pas une affaire. C'est un débat qui engage. C'est un débat qui a engagé des vies. Est-ce que je peux parler? Monsieur Mayanga a la parole, je vous en prie. Ce n'est pas une affaire de parti. Simon Mayanga a la parole. Ce n'est pas des militants du RDPC. S'il vous plaît, monsieur Olinga. Simon Mayanga a la parole. Dites-moi que ce n'est pas le premier débat au RDPC.
Il y a eu un débat tout à l'heure, il a évoqué le débat par exemple sur le mode de désignation des candidats du RDPC aux élections. Ça a fait un débat. D'accord, messieurs, je voudrais répondre rapidement. Il y a un débat qui se passe au RDPC, au sein du parti. Celui-ci n'est pas un débat. Maintenant, vous y voyez, le problème c'est que vous y voyez une division profonde du RDPC. Il n'y a que les militants du RDPC qui communiquent dans cette affaire. Vous y voyez même des luttes de positionnement pour le pouvoir. Mais dis donc, qu'est-ce que vous franchissez des gants? Vous franchissez des creux, vous allez à des conclusions hâtives. C'est un débat, comme il y en a tant d'autres dans ce pays. C'est beaucoup de fictions autour de... Qu'est-ce qui se passe à l'extrême nord? Mais je vous dis, pourquoi au sein du RDPC il y a tant de versions? C'est la question que le Camerounais là se pose. S'il vous plaît, pour les militants du RDPC. Monsieur Oliga, je vous ai écouté, laissez-moi m'exprimer. Pour le militant du RDPC, si vous ne le saviez pas, le président national, c'est le président Paul Biya, président de la République. Oui. S'il veut être candidat à l'élection présidentielle, c'est lui, les textes lui disent, le candidat naturel. C'est lui qui en décide. Si vous êtes militant du parti et que vous avez des velléités, vous allez chercher à modifier les statuts du RDPC. Donc pour le moment, les militants qui se réclament du RDPC, c'est que vous dites, c'est des points de vue divergents dans une partie, et c'est pour ça que sur une question, sur la manière de tacler une question, et c'est pour ça que les instances dirigeantes du parti qui ont légitimation, qui ont une légitimité disent, voici, Union sacrée contre Boko Haram. Union sacrée derrière le président contre Boko Haram. Voilà le message du RDPC. D'accord, merci. Je ne vois pas en quoi maintenant c'est des batailles de positionnement pour la succession. Je ne vois pas. Et c'est pour ça que je dis, même votre rapport là, il est allé trop vite en besoin. D'accord, merci. Évoluons justement dans ces rapports pour partager également une recommandation qui parle d'un accord de gestion de la transition entre les tenants du régime, donc, et l'opposition et la société civile, sous le regard de l'Union africaine. Vincent Sosthène-Fouda, je vous le demande, est-ce que c'est une solution envisageable? Elle est même souhaitée et souhaitable. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas de mécanismes pouvant permettre une transition douce dans notre pays. On a la Constitution qui définit bien les modalités de transition. Non, malheureusement, nous avons une Constitution qui se met graduellement en marche. C'est ça le problème. C'est ça qui montre en réalité que le Boko Haram, c'est un Cameroun Haram ou un RDPC Haram. Moi, autour de cette table, je suis le seul à être allé à l'extrême nord. J'ai passé des nuits à la Belle Étoile. J'ai vu ce qui se passe là-bas. Et je vous dis qu'au sein du RDPC, il y a des hommes de pouvoir qui ont lancé une attaque pour déstabiliser le Cameroun. Il ne s'agit pas des forces venant du Nigeria ou de la France ou de quoi que ce soit. Ce sont des gens. Et je dis ici qu'il y a des députés à l'Assemblée nationale du Cameroun dont on devrait lever le plus rapidement possible. L'immunité. Il y a des ministres. Et engager des poursuites qui doivent répondre des actes qu'ils posent. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes à Tokumberi, dans le Mada du président de l'Assemblée nationale. À 2 kilomètres du domicile du président de l'Assemblée nationale, les gens n'ont pas d'eau potable. D'eau potable. Ils parcourent 10 kilomètres. Mais pourquoi? C'est parce que c'est le président de l'Assemblée nationale qu'ils auraient droit à l'eau alors qu'il n'y a pas une politique? Non, il y a une politique puisque en réalité, toutes les communes d'arrondissement de cette partie-là sont gérées par le RDPC et que l'on sait que le FEICOM finance. Je vous dis qu'il y a des gens qui prennent de l'argent dans ce pays pour financer la guerre. Et ces gens-là, ils sont ministres d'État, ils sont députés, ils sont délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Maroua. Ils sont là, ils se connaissent. Il est grand temps que l'on se saisisse de ce dossier et que l'on nous laisse un pays en paix. Il y a au sein du RDPC une élite qui a décidé de prendre le pouvoir au président Paul Biya par la force parce que cette élite a été disqualifiée par le dernier amendement, dernier amendement porté au code électoral dans notre pays. Voilà de quoi il s'agit. Merci beaucoup. François Bimogo, le président doit-il être rassuré et son entourage de ce qu'il ne sera pas poursuivi, notamment devant la Cour pénale internationale? Est-ce qu'il a des choses à se reprocher, notre président? Non, je pense qu'on est là dans une perspective de décrispation et quand on décrispe une scène aussi tendue que ça se voit d'ailleurs sur ce plateau, il y a une telle crispation au sein de la société camerounaise que, et moi je le pense, mon intime conviction, on ne pourra pas faire l'économie d'une transition. Les gens parlent d'alternance et mettre la charrue avant les bœufs. On ne pourra pas sauter de maintenant avec l'alternance.
on ne pourra pas faire, il sera difficile de faire l'économie d'une transition parce qu'il faut décrisper la scène. Oui. Et quand on décrispe la scène, oui. On donne des gages à chacune des parties. En l'occurrence ici, lorsque l'International Crisis Group dit, propose au chef de l'État de ne pas se présenter en 2018, il y a une chose d'abord. Le Cameroun est un pays souverain. Je ne pense pas qu'il ait oublié. Ce n'est qu'une recommandation. Ce n'est qu'une recommandation. Non, le chef de l'État, le président Paul Biya, n'est nullement obligé de suivre les recommandations d'une ONG. Oui. Aucun texte ne dit contraint, et ni la lettre, ni l'esprit même d'aucun texte ne dit contraindrait. Oui. Donc c'est une proposition. Et l'ICG va plus loin en disant, dans cette hypothèse, eh bien, on rassure au chef de l'État que ces biens ne lui seront pas retirés abusivement et qu'il aura une immunité juridictionnelle, sauf pour les crimes relevant de l'article 5 du statut de Rome, qui est lié à la CPI. Donc ce sont des propositions qui sont faites de manière globale et qui entrent dans le cadre justement de décrisper la situation politique qui est tendue au Cameroun. Et il y a aussi autre chose qu'il faut relever. Ils vont plus loin. Ils disent que les institutions chargées à la fois de la gestion des élections doivent être revues dans leur composition, comment on y accède, etc. Parce qu'en l'état actuel, ce que les Camerounais doivent savoir, c'est qu'on a une constitution qui est du point de vue textuel bien montée. Et c'est mis en place de manière progressive. Progressive d'ailleurs. Il ne nous reste plus que le Conseil constitutionnel. Mais il risque d'y avoir une inopérabilité de cette constitution le moment venu, à moins de trouver des astuces dès maintenant qui consisteraient à mettre en place un poste de vice-président, parce que même avec un conseil constitutionnel, on n'est pas sûr que les institutions prévues dans le cadre d'une transition pourraient être opérationnelles de manière pratique. Ok, monsieur, je vous suggère de faire un autre stop. On va prendre d'autres intervenants qui ont réagi à ce débat. Ils ont confronté leur point de vue sur la pertinence de ce brief de International Crisis Group. Les réactions croisées sont recueillies par Ebel Olinga. Lorsqu'on prend en considération le contexte dans lequel ce rapport apparaît, nous avons l'obligation de nous interroger sur sa raison d'être. Même s'il y avait un doute, le Cameroun est aujourd'hui dans le viseur de ceux qui veulent nous déstabiliser. C'est un rapport qui rend compte de la réalité du Cameroun et qui montre qu'il y a un gros risque aujourd'hui à faire élire M. Biya dans la mesure où ça peut être contre-productif pour la stabilité politique du Cameroun. Vous savez, tout travail, qu'il soit scientifique ou idéologique, doit toujours avoir un rapport avec le contexte dans lequel il apparaît. Quand nous servons ce rapport aujourd'hui, nous nous interrogeons bien particulièrement sur sa dimension scientifique. C'est un travail savamment organisé sur le plan idéologique pour déstabiliser notre pays. D'abord, International Crisis Group ne représente pas l'Occident. Il s'agit d'un organisme de recherche qui s'est spécialisé sur des problématiques liées aux crises, liées aux conflictualités, liées aux problèmes de troubles qui peuvent survenir dans les pays. Et à ce titre-là, la recherche n'a ni continent, encore moins de couleur. Il n'a rien de scientifique parce que le peuple camerounais est souverain pour s'interroger sur son avenir et le chef de l'État n'est pas irresponsable pour ne pas prendre en considération le poids qu'il a par rapport à son pays. Il m'a semblé que c'est un rapport qui rejoint ce que beaucoup de Camerounais, y compris beaucoup de personnes à l'intérieur du régime, pensent. Et ils le pensent en ne le disant pas à haute voix. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Quel que soit ce que nous pouvons avoir comme appréhension par rapport aux enjeux du futur, nous avons le devoir de nous unir derrière le chef de l'État pour combattre ce groupe terroriste, que ce soit à ce moment qu'on choisisse
les angles pour fragiliser cette autorité et amener les Camerounais à se détourner de ce qui est très très déterminant par rapport à notre avenir. Quand on se regarde dans les yeux, ce n'est un secret pour personne aujourd'hui que le Cameroun est un volcan, un gros volcan, mais alors un gros volcan qui sommeille et où que ce soit le ras-le-bol de la société comme le ras-le-bol de l'élite politique. Il n'y a qu'un pas. Je pense que le Cameroun n'a pas des institutions fragiles. Si nous avions des institutions fragiles, on n'aurait pas cette paix depuis 32 ans. Ce que nous avons en réalité, c'est l'animation du cadre institutionnel qui est mis en place. Et cette animation exige également un accompagnement au niveau des partenaires économiques. De quelles institutions parlez-vous? Parce que quand on regarde, toutes les institutions du Cameroun ne sont pas en place. Nous fonctionnons encore aujourd'hui avec 2 constitutions. Et la première chose pour se rendre compte du caractère fort des institutions, c'est d'abord qu'elles soient juridiquement encadrées. Nous allons achever ce premier sujet par la dernière partie, donc les répercussions de ce rapport du International Crisis Group, les impacts, on les a appelés comme ça en début, sur notre Cameroun globalement. La principale recommandation, c'est donc une transition sous surveillance. Et on a parlé tout à l'heure de la faisabilité de cette recommandation avec François Bimougo. Je vais vous permettre maintenant, Simon Mayenga, de réagir à tout cela. Vous pensez que ce serait possible que l'Union africaine se mêle des affaires du Cameroun pour garantir une transition sans heurts? Mais j'allais dire que c'est une bêtise. Comment ça? C'est une bêtise. En fait, ce rapport montre que International Crisis Group prétend soutenir au Cameroun comme la corde soutient le pendu. Je voudrais dire que le Cameroun n'est pas un État sous tutelle. Le Cameroun est souverain. Le Cameroun est maître de son destin. Les Camerounais savent ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon. On n'est pas les grands adultes. On sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Si les Camerounais n'ont pas besoin du président Paul Biya, ils le feront savoir dans les urnes. Si les Camerounais, si le président Paul Biya pense que il peut encore être candidat, et c'est l'avis des gens du RDPC, pour le moment, c'est notre président, sauf s'il en pense le contraire, sauf si la nature en pense le contraire, nous, au RDPC, les textes sont clairs, le président national, le candidat naturel du RDPC Vous l'avez déjà dit. Aux élections. Donc, je dis, nous n'avons pas de leçons à recevoir de personne. Nous allons aux élections, et ni les propositions qu'ils font, j'ai même vu, contre garantie de préservation et des biens. Vraiment, il ne faut pas penser que le Cameroun, le président, de quel bien on parle. Lorsqu'on a parlé des biens mal acquis, vous avez vu le nom du président. Mais il n'a pas encore déclaré. Vous avez vu, attendez, si en Occident, qui n'aime pas beaucoup le président Paul Biya, s'ils avaient vu, même dans l'affaire des biens mal acquis, voilà, dans l'affaire des biens mal acquis, il aurait été le premier de la liste. De toutes les façons, dans la liste, son nom n'y figure pas. Donc, il n'y a rien à protéger. De toutes les façons, le président a dit il voudrait être retenu par l'État comme celui qui a apporté la démocratie, le progrès au Cameroun. Je pense qu'on en est là. Il ne faut pas effrayer les Camerounais. Il y a des bruits de bottes autour. On aurait pu être surpris, mais je pense que nos forces de sécurité, la mobilisation des Camerounais qui ne veulent pas d'un pays en lambeaux, et c'est pour ça que je ne partage pas les propos de Sostène tout à l'heure, qui a dit que au RDPC, il y a des gens qui financent. Non, vous êtes libre de vos propos, vous êtes responsable, vous êtes un homme politique, chef de parti politique. J'espère que vous mesurez vos propos, mais je pense qu'au RDPC, le leitmotiv, c'est unité, paix, démocratie. D'accord. Alors, Joseph Olinga, je note aussi avec vous qu'il y a une conjonction de rapports toujours pas très positifs sur le Cameroun. J'en viens à vous, Vincent Sosen-Fouda. On parle du doing business. On parle aussi de rapports sur l'amélioration de la compétitivité, celui du climat des affaires. Tout cela participe du matraquage psychologique, du découragement des Je voudrais permettre à Joseph Olinga de réagir et peut-être vous répondrez à la fin. Est-ce que cela n'a pas un impact sur le développement économique d'un pays comme le nôtre qui veut totalement sortir la tête de l'eau et atteindre une croissance à 2 chiffres à court terme? C'est une anecdote que ceux qui étaient aux États-Unis dernièrement lors de la visite le Forum Musée Africa, nous ont rapporté que des gens qui ont passé le temps à nous dire ici que nous étions arrimés dans une perspective qui aboutirait en 2035
n'ont pas été en mesure, une fois aux États-Unis, de dire quel est le modèle de développement qu'ils mettaient sur le pied pour qu'on avance. C'est tout dit. Lorsqu'on dit que c'est des rapports qui sont dictés par l'Occident, pourquoi est-ce qu'on a recours à ces mêmes acteurs pour venir valider des élections au Cameroun? Et ça n'attire pas les investisseurs, pour dire non, les élections sont relativement bien passées. Lorsqu'il faut qu'on les appelle pour venir valider des élections, pour venir dire tout s'est bien passé, là ils sont intéressants. Dès qu'il y a un rapport qui va à l'encontre de la doctrine, ça pose un problème. Pour ma part, je pense que effectivement, nous sommes tous des Camerounais, on est journalistes, mais on est Camerounais d'abord, ça veut dire qu'on vit ces affaires-là au quotidien. Nous savons que le malaise est très grand. Et le malaise, malheureusement, n'est pas entretenu par le Camerounais lambda. C'est ces élites qui ont passé le temps à s'embourgeoiser avec le revenu qui devrait être redistribué aux Camerounais, qui malheureusement, visiblement, créent des situations que nous ne comprenons pas. Je voudrais juste préciser au passage que je ne fais pas le procès aux élites de l'extrême nord exclusivement. En vérité, s'il y a les élites, c'est les élites camerounaises issues du RDPC qui ont eu la possibilité d'avoir accès à l'argent du contribuable, qui aujourd'hui mettent tout le monde à mal, parce que, on a beau le dire, au RDPC, j'ai le sentiment que chaque fois qu'on parle de l'alternance ou de la transition, c'est comme si c'est le diable qui était apparu en plein jour. Or, en vérité, nous ne pouvons pas nous comporter comme si M. Biya, pour qui j'ai beaucoup de respect, comme s'il sera, comme s'il va vivre éternellement, comme si le pouvoir ne devrait jamais passer. Même l'horloge biologique tourne. Et il faut bien qu'on pense à un moment donné, étant donné la situation, au RDPC, on le sait, c'est justement pour cela, et ça je l'assume, que les uns et les autres se positionnent pour aller à la conquête du pouvoir. Ce n'est plus une transition consensuelle qu'on prépare dans le RDPC. D'accord, merci. Vincent Sostenfouda, maintenant à vous. Vous vouliez répondre à ces propos de recommandation, et notamment l'Union africaine qui doit, assister le Cameroun dans la transition. D'abord, il ne s'agit pas de ça, parce que sur le plan juridique, et quand on regarde, il faut savoir que le Cameroun est pays fondateur de l'Union africaine, d'abord de l'Organisation de l'Unité africaine. Le Cameroun, le président Amadou Ahidjo a pesé de tout son poids pour qu'on arrive à la création de l'Organisation de l'Unité africaine et puis après de l'Union africaine. Mais l'Union africaine parle aussi de l'intangibilité des frontières. Non, la non-fongibilité des frontières, c'était même une proposition du Cameroun. Donc, franchement, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui organiser une élection au Cameroun et puis exclure l'Union africaine. Puisque le Cameroun lui-même est toujours présent quand on organise mais je n'ai pas l'impression que c'est l'esprit de International Crisis Group dans l'assistance, dans l'organisation d'une élection, mais on parle bien d'un tutorat présent. Non, ils n'ont pas parlé de tutorat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, en science, les mots ont une signification. Maintenant, je voudrais dire à Simon Meyamel, monsieur membre du RDPC, vous avez une espèce de nombrilisme qui vous pousse toujours à dire M. Biya, le président Paul Biya, ainsi de suite. Il ne s'agit pas de cela. Le Cameroun, c'est du nombrilisme. Le président Paul Biya est le président de tous les Camerounais. Et je dis, main levée, cheville au corps, chez vous, vous avez Boko Haram. C'est vous qui déstabilisez ce pays. On l'a bien compris. Je dis que permettez-nous de nous acheminer vers une transition. Et pour cette transition-là, nous avons besoin que les Camerounais se mettent autour de la table. Et si nous ne le faisons pas, oui, bien évidemment, nous allons vers une véritable catastrophe. D'accord, merci. François Bimogo, je dois dire avec vous que International Crisis Group n'est pas inconnu des Camerounais, puisque vous l'avez si bien dit que des rapports précédents, ceux-ci ont été rendus publics. Alors, et ces rapports faisaient état de ce qu'il y aurait des troubles et même un régressement de la situation sociale si Paul Biya se présentait notamment à l'élection de 2011. Je voudrais savoir à quel niveau ICG s'était trompé dans ses précédents rapports. C'est important, Carole, de le souligner. Sur cette, je l'ai dit quand j'ai fait la première intervention sur ce point, la prédictibilité, le niveau de prédictibilité de leur scénario. Mais avant ça, je vais dire un mot sur...
il ne s'agit pas de tutorat dans l'hypothèse de l'International Crisis Group, c'est de la médiation, c'est du peacekeeping, la médiation. On veut quelqu'un de neutre. Oui. Quand les forces en présence dans un pays ont atteint un niveau de fracture tel que celui au Cameroun, on l'a dit avec le pouvoir, l'opposition et la société civile. Ils ne sont plus en intelligence, donc ils ne peuvent plus se parler directement autour d'une table. Il faut une tierce personne. Voilà. C'est une médiation. Alors, sur la prédictibilité de ces scénarios, il y a un élément sur lequel je crois que ICG pourrait faire fausse route, c'est sur ce qu'ils appellent cadets sociaux. L'importance et la portance de ce qu'ils appellent cadets sociaux. Les cadets sociaux, les jeunes générations qui se lanceraient dans une lutte violente. Il faut quand même regarder de manière objective la jeunesse camerounaise, de manière factuelle. Ce ne sont pas des jugements de valeur que je vais faire. C'est un élément moteur de ce qu'on peut plonger ou pas dans la crise au Cameroun. Tout à fait. Et il utilise pour dire que la lutte, l'aspiration des cadets sociaux à un mieux-être peut précipiter le pays dans le chaos. Oui. Alors, on l'a vu en 2008. Non, je suis en train de parler d'éléments factuels. On a vu ces jeunes sortis dans la rue. L'élément factuel, c'est que la société camerounaise de manière générale et la jeunesse en général, de manière particulière, est en quelque sorte désorganisée, pas disciplinée. Pour qu'il y ait un tel niveau de réclamation, de lutte violente, il faut la discipline, l'organisation. Or, la jeunesse camerounaise n'est pas disciplinée. La preuve, c'est qu'elle a besoin, elle a besoin du système pour assurer sa stabilité, sa protection. C'est l'une des raisons pour lesquelles les jeunes, d'ailleurs, estiment que le système actuel est le moins pire. Bon. Donc, au Cameroun, on aime le désordre. On n'aime pas la discipline. Il y a un autre élément, c'est que quand vous regardez ces jeunes sont plus conservateurs que la précédente génération. Que les faucons du système. C'est incroyable. En général, on pense que la jeunesse, c'est un signe de renouveau, d'idées nouvelles, d'idées fraîches, etc. Mais des dynamismes, ils sont plutôt de droite, plutôt que d'être de gauche. Et la preuve, qu'est-ce qu'ils disent? Ils pensent que leur engagement politique se matérialise par quoi? Quand on questionne ces jeunes, ils disent que l'acte politique auquel ils sont familiers, pour lequel ils s'engageraient, c'est du type motion de soutien. C'est incroyable, ça vous rappelle quelque chose, j'imagine. Oui. C'est également messe d'action de grâce. C'est que du point de vue politique, du point de vue et non pas manifestation, sitting, marche et tout ça. Du point de vue de rapport de force, est effectivement inopérant. Ça n'a pas de poids, ce type d'organisation, d'implication dans les activités politiques. Ça, c'est une enquête effectuée par le professeur Eboussi Boulaga, qui date de 2011, 2012 et qui est factuelle, qui sort un peu des chimères, des légendes urbaines qu'on a sur la jeunesse. On se dit que les jeunes Camerounais, c'est incroyable. Ils sont conservateurs. Ils ne veulent pas que les choses changent. Merci François Bimogo, vous l'avez dit. Joseph Olinga, c'est la réalité factuelle. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut balayer d'un revers de la main ce rapport, globalement? Non, je ne pense pas. Je crois que François Bimogo, si me permet, nous sommes dans cette sorte de... Comment ça se dit souvent? En fait, cette sorte de stabilité, mais en fait qui cache des relents. Visible et invisible. On dira sous la cendre le feu alors, ça couve. Et peut-être que si on peut faire le rappel, en vérité on a bien le sentiment, ça je pense que Soussane Fouda qui fait des recherches dessus peut nous en dire mieux. En fait on a bien le sentiment que depuis les années 50, nous sommes dans une crise permanente qu'on couvre toujours, c'est une plaie sur laquelle on vient. Mais l'élément déclencheur serait donc quoi? L'élément déclencheur serait, contrairement à ce que François Bimogo dit, c'est que j'ai le sentiment que nous vivons, ou alors une lame de fond carrément. Un formatage des consciences. J'ai le sentiment que nous vivons dans deux pays différents. Lorsqu'en 2008, ces jeunes-là, que vous estimez être de droite, que vous estimez être formatés, que vous estimez être indisciplinés, justement, c'est cette indiscipline qui est mauvaise. Parce que lorsque les gens ont regardé tout autour d'eux des repères qui pourraient leur permettre d'avoir un mieux vivre et qu'ils se rendent compte qu'aucun de ces repères, aucun de ces leviers ne peut être utilisé, il reste ce que nous avons vu en 2008.
Il reste ce qu'on a vécu dans les années 50 avec l'UPC. D'accord. Il reste ce que nous avons vécu en 90 lorsque les gens étaient en train de se battre pour l'instauration du multipartisme, le retour du multipartisme. Et malheureusement, de toutes les 3 situations que j'ai citées, on se voit bien qu'aucune d'elles n'a été réglée jusqu'à aujourd'hui parce que l'UPC est resté entre guillemets dans le maquis. Le multipartisme. Et donc c'est cette addition de choses qui vont faire quoi, oui. Qu'on a déclaré en 90, on a bien vu comment on l'a verrouillé de nouveau au point où la tension a enflé. Plus qu'avant les années 90. Après 2008, on a bien vu que les gens ont faim de plus belle. On a bien vu qu'il est impossible pour un parent de la société moyenne d'envoyer son enfant à l'école. On voit bien même que boire l'eau au Cameroun, oui. on voit que avoir un verre d'eau à boire. Joseph Olinga, ça conduit à quoi? Dites-nous. Ça conduit à ce malaise-là qui justement, et je pense que c'est dans cet esprit que moi j'ai lu le rapport que l'International Crisis Group fait, c'est qu'il y a une multitude de tensions. Au point où, si aujourd'hui le couvercle sautait, on ne sait pas par quel facteur. D'accord, cela va passer. D'accord, messieurs. Je pense que c'est Simon Menga, pour terminer sur cette question, je voudrais que vous réagissiez. Ce que je rejette dans ce rapport, c'est de donner l'impression que nos forces de sécurité ne servent à rien et sont bonnes à rien. Si vous lisez le rapport, il le dit clairement. Il s'est trompé lorsque moi je vois les rapports qui nous viennent du front, par exemple, en Centrafrique et dans l'extrême nord. Ce que je rejette dans ce rapport, c'est de donner l'impression que le RDPC est divisé et miné par les querelles de succession à Paul Biya. Faux, archi faux. Ce que je rejette dans ce rapport, c'est de donner l'impression aux jeunes que, comme la classe politique a échoué, le parti au pouvoir est incapable de redresser le pays, la société civile ne peut pas, les politiciens ne peuvent pas descendre dans la rue. C'est ce qu'il dit le rapport, hein, en clair. C'est ce que je rejette dans ce rapport-là. Moi, je voudrais dire aux jeunes qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pourquoi? Parce que, il faut qu'on sache, nous tous Camerounais, que s'il y a une guerre dans ce pays, nous n'allons pas nous asseoir ici pour regarder ça à la télévision comme on nous regarde dans les foyers là maintenant. Tout le monde va entrer sous le lit, tout le monde va rentrer au village pour ceux qui vont vivre. Et lorsque ça arrive, il nous faudra au moins 25 ans pour retrouver le niveau dans lequel nous nous trouvons. Il faut justement éviter. Il y a de l'espoir et il faut éviter. Ce que je retiens de ce rapport, oui, c'est donc cet appel au règlement des problèmes sociaux. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, le chômage des jeunes, la lutte contre le chômage des jeunes. C'est ce que je retiens dans ce rapport. Et c'est ce que je dis, et je m'adresse ici comme ça à tous ceux qui gèrent le pouvoir, à tous ceux qui sont militants du RDPC, qui ont des postes de responsabilité dans ces ministères. Il faut appliquer la politique du président Paul Biya, la polique des grandes réalités. Qui est la meilleure? C'est la seule solution pour mêler le Cameroun vers le développement et donner du travail, peut-être pas à tout le monde, mais à la majorité des gens. Un mot pour terminer sur cette question, Vincent Soutien-Fouda. On retient quoi? Je terminerai en disant que les cadets sociaux, expression mise en orbite par 3 politologues, Joseph Achille Mbembe, Jean-François Bayard et Jean-François Bayard aussi, ils étaient 3. C'est l'addition justement des contraires qui donne naissance à ce qu'on appelle les cadets sociaux. Et ça veut dire que pour que ça explose, on va retrouver sur le terrain des gens qui ont des revendications contraires. Ils ne peuvent non pas être organisés. Ça veut dire que nous avons des Bayam Salam qui revendiquent des choses qui sont liées à leur corporation. Des journalistes qui vont revendiquer, des étudiants. Donc tout cela, c'est tout cela qui va faire sauter le couvercle de la marmite. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que, je l'ai dit d'ailleurs à l'entame de cette émission, c'est que International Crisis Group est là pour pointer du doigt qu'en réalité, si telle ou telle chose n'est pas faite, nous, ce que nous voyons de loin en observant ceci, vous pourrez aboutir à telle ou telle chose. Ils ne sont pas là pour imposer au Cameroun quoi que ce soit. Et dire aujourd'hui que nous sommes dans un pays de paix ou que le Nord n'est pas opposé au Sud et que c'est une invention de l'élite, c'est d'ailleurs un échec de votre propre travail. C'est vous, votre travail de journaliste, François Dimogo, Olinga et Simon Meyanga. Vous devez comprendre par exemple que quel est le type de communication et d'information que nous avons dans le Nord Cameroun. Moi j'y étais. Ce qu'on découvre, c'est que pendant que j'y étais, l'homme de la rue, le moto-taximan, parce qu'il n'y a pas, vous savez par exemple qu'il n'y a pas de taxi dans l'extrême nord. On roule avec les moto-taxis et qu'il y a couvre-feu à partir de 18h. Et quand vous êtes sur une moto,
on vous explique que les Domayo, dont eux, et les Dagamayo, ceux du Sud, vont de toute façon s'affronter dans une guerre. C'est ça que l'on dit. On parle d'émotion, on parle de la motion de soutien de l'élite du centre. Moi, je fais partie du centre. Quand j'y étais, j'ai dû appeler les gens à Yaoundé. Non, du centre. Ils ont commencé par parler de l'élite du centre. Et moi, j'ai appelé à Yaoundé pour essayer de savoir ce qui se passait. On m'a dit, il n'y a pas de motion. Ensuite, il y a eu la Léké. Donc, les gens, l'information qu'ils ont, très souvent, les émetteurs de la CRTV sont très souvent prise de contrôle par le Nigeria, vous le savez, et qu'on laisse émettre pendant des heures. On a diffusé l'hymne national du Nigeria sur les frontières du Cameroun. Pour partir de Kousséri à Maroua, ça fait à peu près 112 km, vous les faites en 7 heures de temps. La route est mauvaise, on est en train de faire des travaux. Oui, on est en train de faire des travaux, mais vous savez aussi que vous ne pouvez pas partir de Tokombéré à Kolofata, ce qui est des distances simplement de 8 km et qu'il n'y a pas de route. Oui. Voilà, il faut revenir sur Mora. Donc ça, c'est autant de choses qui montrent en réalité que nous sommes dans des vrais problèmes. Et que, par exemple, ce que nous retenons ici, et c'est à l'attention des journalistes et des promoteurs économiques que vous êtes, notamment dans cette chaîne, c'est d'ouvrir par exemple, une radio dans cette partie de l'extrême nord pour apprendre la citoyenneté aux Camerounais, parce que comme ils ne peuvent pas communiquer, au moins une communication hertzienne permettra que les Camerounais puissent véritablement se sentir Camerounais. C'est déjà fait puisque nous regardons dans l'extrême nord en ce moment même. Non, pendant que j'y étais, je n'étais pas sûr. Pendant que j'y étais, la seule chaîne de télévision qui émettait à Kousséri, c'était la CRTV. Les autres chaînes, on ne les avait pas. D'accord, merci, c'est à noter. On va vraiment terminer par là parce qu'il faut bien qu'on termine avec ce sujet et qu'on en arrive à en aborder un autre dans cette édition de Canal Presse. Je voudrais maintenant vous convier à regarder ce reportage de Javis Nana avec des images qui nous viennent justement de l'extrême nord du Cameroun. On parle là-bas d'intenses mouvements des populations dans la partie septentrionale de notre pays. La région de l'extrême nord connaît depuis quelques semaines, vous le savez, l'arrivée massive des réfugiés nigérians qui fuient les assauts du groupe islamiste Boko Haram au camp de Minao, c'est quelque part là dans le Mayo de Sanaga. La vie est à la débrouille et le gouvernement est en rang serré pour répondre aux exigences de ces personnes vulnérables. Javis Nana, reportage. Ce n'est pas le Sahara. Nous sommes à 60 km de Maroua, le chef-lieu de la région de l'extrême nord au Cameroun. Cette localité s'appelle Minawa. C'est l'un des principaux camps des réfugiés venus du Nigeria. Combien sont-ils? 11 000, pas moins, nous disent les agents du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils arrivent chaque jour, fuyant les zones d'affrontement entre armées camerounaises et adeptes du BH. L'appellation est codée, il s'agit bien de Boko Haram. Les Nations Unies sont aux côtés du gouvernement pour soutenir les réfugiés et particulièrement les personnes vulnérables. Vous savez, les standards des Nations Unies, c'est que chaque individu puisse avoir accès à 15 litres par jour. Donc les forages des puits vont reprendre. La deuxième urgence, c'est réellement de nous assurer que les enfants qui sont dans ces camps puissent effectivement avoir une année scolaire normale, parce qu'il n'y a pas pire que d'avoir des enfants qui ne font rien, et même des adolescents. Donc aujourd'hui, il y a déjà des activités récréatives qui ont été mises en place et la préparation de la rentrée scolaire est en train de se faire. La troisième urgence qui a également démarré déjà il y a 3 jours, c'est la distribution de la nourriture. Ils sont là, les éléments du bataillon d'intervention rapide BI. Sécurité renforcée ce vendredi 12 septembre, la première autorité de la région arrive. Mindia Ouabakari, le gouverneur, apporte du réconfort du chef de l'État. Beaucoup d'années que ces populations n'ont pas mangé de l'huile végétale. Les cartons du sésame se disputent la vedette avec les sacs de riz et de mil. C'est au nom du couple présidentiel que cet appui d'urgence est remis. Nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'ils sont pratiquement 11 000. Beaucoup d'enfants. Il y a même eu, je crois, on m'a parlé de 130 naissances. C'est dire qu'il y a un monde fou ici. Et leur acheminement se poursuit. Ils sont cantonnés à Mora. Hier, c'est les réfugiés de Mora qui sont arrivés. C'est des protocoles à attendre. Ceux également de Kolofata sont en train d'être transférés. Donc, madame le représentant, nous avons eu des entretiens. Elle dit vouloir mettre des bouchées doubles pour que d'ici, en début de la semaine prochaine, que le gros de cette équipe soit ici.
Un tour du propriétaire. Le camp de Minawa est vaste. La surveillance et les déplacements sont filtrés car tout récemment, un individu déguisé en femme était là pour détourner la vigilance des francs-tireurs du Biye. Malheureusement, il a été rattrapé non loin de cette case de fortune qui nous révèle une grosse surprise. Il s'agit de 2 vieilles. Elles ont plus de 100 ans. Elles vivent ici à Minawa. Elles tiennent encore les instants de la fin de ce supplice conflictuel. Boko Haram est en face. Elles représentent ici les gardiens du camp. Allez à Minawa mal intentionnés, il se dit que leurs esprits vous frapperont. Pour le reste, la vie roule à la débrouille. Tous regardent le front en attendant la fin de l'affront. Minawa en demande encore. Minawa demande du soutien. Le reportage de la semaine, merci à Javis Nana qui s'est mis en 4 pour nous produire ce reportage avec des images de Aminou Amadou qui nous viennent du camp de Minawa dans l'extrême nord. Alors messieurs, on va terminer par la rentrée scolaire. Je vous suggère de prendre vos cartables, on va aller très vite puisque on est presque à la fin de cette émission. La rentrée scolaire avec son cortège de mots. On parle toujours du statut particulier des enseignants qui est attendu. On parle de la gratuité qui n'est pas effective à l'école primaire. On parle de la création et la transformation de certains établissements qui sont ensuite laissés à la charge des parents. On parle de la vente des places dans les établissements malgré la mise en place des conseils d'établissement. Messieurs, je vous demande, commençons par vous, Vincent Sosten Fouda, quel est le profil de l'élève qui est formé par ce système éducatif finalement? Le profil ou le profit? Le profil, hein. Il sort comment avec tout cela, avec des enseignants? Vous savez, c'est assez difficile parce que nous sommes aujourd'hui dans ce que l'on appelle la promotion collective. On a des livres que personne ne maîtrise, on a des programmes scolaires qui sont tirés un peu comme ça à la volée, on a les APE qui continuent à pensionner les poches déjà désespérément vides des parents. Donc, tout cela crée un véritable bordel, si vous permettez l'expression. Il faudrait peut-être que nous nous acheminions dans ce pays vers une véritable réforme du système éducatif, de manière à ce que nous ayons un système éducatif profondément endogène, tourné vers les problèmes de notre pays. Donnons à nos enfants une éducation qui leur permettra, parce que c'est ça véritablement le but de l'éducation, oui, c'est permettre à tout un citoyen de pouvoir s'exprimer dans la société, ce qui n'est pas véritablement le cas aujourd'hui. Par exemple, et je salue ces images de Javis Nana qui montrent que le gouvernement camerounais fait peut-être des efforts pour donner un peu de riz aux populations. On devrait faire la même chose avec nos militaires. Mais pour ce qui est de l'école, moi j'étais à Mora, en même temps que la ministre de l'Éducation de base. On doit dire aux Camerounais, par exemple, qu'il n'y a pas eu de rentrée scolaire de ce côté-là. Non, c'est autant de choses qui montrent que les Camerounais ne doivent plus parcourir 7 km pour aller à l'école. Ça, c'est autant de choses. On ne devrait plus avoir dans ce pays des enseignants du primaire divisés en 3 catégories. On a des enseignants, des IVAC, on a des PPTE, on a le Fonds monétaire international. Tout cela crée des ordres. Il faudrait peut-être harmoniser tout cela et c'est pour cela qu'on attend le statut de l'enseignant. Il y a un journal qui titrait si c'était un cadeau empoisonné. Non, ça montre que nous ne nous sommes véritablement jamais assis pour réfléchir sur le système éducatif camerounais et il est peut-être temps. D'accord. François Mibongo, dans ce système éducatif, sur quoi on devrait toucher principalement? Ce système, le cœur, c'est la formation, le type de formation. Le système éducatif camerounais actuel est structurellement orienté vers la production des chômeurs. Je pense que c'est un legs de la colonisation française qui nous a laissé dans cette trajectoire de la production d'administrateurs, dont des gens doués du savoir-faire pour faire des choses et non pas pour faire eux-mêmes des choses. Oui. Or, aujourd'hui, pour que le Cameroun affiche au niveau économique ses avantages comparatifs, c'est-à-dire ce qu'il produit le mieux de manière compétitive, il faut qu'il spécialise ceux qui veulent entrer dans le monde de l'emploi dans l'agriculture, les métiers agricoles et agro-industriels. La Banque mondiale estime d'ailleurs que tous les ans, au cours des prochaines années, 11 millions de jeunes Africains devront s'insérer au sein du monde de l'emploi à travers des métiers issus de l'agriculture, l'agro-industrie. Donc aujourd'hui, plutôt que de former
de potentiels chômeurs diplômés en sciences humaines, quel que soit d'ailleurs le niveau, on devrait orienter les élèves, les étudiants vers l'acquisition des savoir-faire, ce qui est radicalement opposé au système français. Oui. Et là, on est en plein dans le système anglo-saxon qui est davantage les savoir-faire plutôt que les savoirs qui s'accumulent et qui ne sont pas utiles efficacement pour l'économie. D'accord, merci. Joseph Olinga, on parle aussi de la multiplication des matières à l'école. La physique, par exemple, entre en classe de 6e cette fois-ci. Et on tend un peu vers le système anglo-saxon dont François Bimogo parlait tout à l'heure. C'est tout bénéf, non, pour notre système éducatif? Non, je pense que tout au contraire, ça vient repréciser ce que François Bimogo dit. On a le sentiment que, en fait, c'est une perte de temps. On ne sait pas. C'est comme si on ne savait pas, pour le jeu de manière triviale. On ne sait exactement pas ce qu'on veut. Ce sont des cobayes, nos élèves, ceux qui ont testé un peu. Sur les projections économiques qu'on fait, on dit qu'il faut que l'agriculture soit développée, il faut que les matières premières soient exploitées à bon escient, il faut transformer le bois. Mais on ne voit pas à la base maintenant qui va le faire. Est-ce que, comme d'habitude... On n'a pas une main-d'œuvre qualifiée? Voilà, comme d'habitude, on n'ira pas chercher, comme ça s'est passé avec le chantier naval, on n'ira pas chercher des travailleurs asiatiques, des soudeurs asiatiques, pour venir alimenter le port, le chantier. Est-ce qu'on ne va pas chercher des cultivateurs? Encore qu'on le voit de plus en plus, ça peut faire rire certaines personnes. On voit bien que nos amis asiatiques ont commencé à cultiver les tomates ici. Est-ce que finalement, même notre propre tomate, pour la consommation domestique, nous irons les acheter en Chine ou je pense qu'on n'avance pas trop là. D'accord. Simon Mayanga, je termine avec vous. Vous êtes un peu le comptable du système, puisque vous représentez le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Vous avez entendu tout ce qu'ils ont dit sur le système éducatif camerounais. Ça ne marche pas fort, n'est-ce pas? Vous avez fait le constat, vous aussi? Non, ça marche, puisque moi je suis le plus produit de ce système éducatif. Nous le sommes tous, mais nous ne sommes pas la majorité en plus. Je ne suis pas sûr d'être si mauvais. Mais je pense qu'il faut que chacun fasse son travail. Par exemple, je suis meurtri de voir que lorsque le président de la République n'avait pas décrété la gratuité de l'enseignement primaire, on déboursait 1500 francs pour inscrire son enfant à l'école primaire. Et aujourd'hui que c'est gratuit, ce n'est pas effectif. Le président a dit c'est gratuit, il faut débourser 5000 francs pour le faire, minimum. Minimum. École primaire publique. D'accord. Minimum. Donc, je ne comprends pas ça, peut-être que les mots n'ont pas le même sens. C'est la décentralisation avec la prise en charge des écoles par les mairies, ça va résoudre le problème. Un cadeau au Camerounais, il faut bien que ceux qui ont la charge d'implémenter cette mesure sur le terrain veillent à cela. Mais pourquoi il n'y veille pas lui-même? Pourquoi il ne sanctionne pas? Parce que ça dure, c'est tout le temps on parle de cette gratuité qui n'est pas effective. Mais, écoutez, le président ne partira pas de tout dire pour venir à l'école primaire je ne sais pas. Mais tout dit, c'est pas le bout du monde, monsieur Mayanga. Nous tous là où nous nous trouvons dans nos différentes responsabilités, on est un peu les présidents de la République. On doit avoir en tête quelle est la politique du président, quels sont les objectifs. Je suis ministre, je suis délégué régional, délégué départemental, je suis même enseignant, je suis proviseur. J'ai la charge d'appliquer ça sur le terrain. Maintenant, je suis maîtrisé également par cette histoire d'association de parents d'élèves, par exemple. Je ne comprends pas comment est-ce que ça n'arrive pas à être soit supprimé du tout, soit mieux structuré au bénéfice et des parents, au bénéfice des élèves et au bénéfice de l'école. Je ne comprends pas. Merci. Donc, je peux continuer à m'interroger, mais je pense que c'est un bon système. C'est un bon système. Il faudra apporter les réformes qu'il faut. Il faudra y apporter, en termes de dialogue social, l'apaisement dans les demandes des enseignants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il y a de sorcier à sortir un statut particulier des enseignants. Je voudrais également comprendre pourquoi est-ce que mon fils, qui est au cours élémentaire, va avec tout en ça. De cahiers et de livres à l'école. François, je vais énerver Simon Mayanga en disant justement que International Crisis Group, peut-être que beaucoup n'ont lu que le résumé exécutif, mais dans le rapport dans sa totalité, parle de l'inadéquation entre la formation des cadets, de ces cadets sociaux, fameux cadets sociaux camerounais et le monde de l'emploi, ce qui, en bout de chaîne, ouvre sur
océan de chômage. Sauf qu'on n'a pas eu besoin de ça, Carole. Parce que là, il y a des réformes qui sont faites avec la création de lycées agricoles, etc. Même la révision des programmes. Je l'ai énervé là. Voilà, on est tout parti, on va recommencer le débat. Messieurs, merci d'être venus sur ce plateau. Vincent Sostin-Fouda et Simon Meyanga, vous avez fait le déplacement de Yaoundé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi, François Bimogo, qui faites un peu votre retour sur la télé. Ça fait un bon, on ne vous a pas vu. Je vais sur Solinga. Merci une fois de plus. Messieurs, au revoir et à la semaine prochaine. Merci de rester sur Canal 2 International. Canal 2 International, votre télévision. Comment faire de l'évaluation